Bonjour, bienvenue dans ce nouveau cours de Mocha. Aujourd'hui, nous allons voir les fonctions convexes, toujours dans le cadre de l'optimisation non linéaire sans contrainte. Donc nous allons aborder 3 points. Nous allons définir ce que c'est un ensemble convexe, et puis les fonctions convexes, fonctions à une variable et fonctions à plusieurs variables. Donc, qu'est-ce qu'un ensemble convexe? Eh bien, la définition nous dit que un ensemble convexe, ici dans le cas de R carré, donc un ensemble S qui appartient à R carré, donc au plan, est dit convexe si, quel que soit X et Y appartenant à cet ensemble, donc quel que soit un point X, quel que soit un point Y, et quelle que soit une valeur lambda comprise entre 0 et 1, donc un réel entre 0 et 1, eh bien, si on réalise une combinaison linéaire grâce à cette valeur lambda entre x et y, donc entre les points x et y, eh bien, on obtient des éléments qui appartiennent toujours à notre ensemble S. Donc, autrement dit, cela revient à dire qu'un ensemble est convexe si pour toute paire de points, le segment reliant ces deux points est entièrement dans l'ensemble. Donc, cette définition, elle est plus facile à voir grâce à un petit dessin. Donc, ces dessins montrent toujours dans R carré, à gauche, un ensemble donc limité par des courbes, donc on est ici, on a des courbes qui délimitent notre ensemble, puis après, quel que soit le point X que l'on prend et le point Y que l'on prend, et à l'intérieur donc de S, et si l'on trace un segment qui relie ces deux points, comme illustré ici, eh bien, tous les points du segment appartiennent à notre ensemble. On a l'illustration ici avec un polyèdre. Donc polyèdre, on a des intersections de demi-plans qui délimitent notre espace. Eh bien, c'est un ensemble convexe ici, puisque si on prend deux points appartenant au polyèdre, donc à l'intérieur du polyèdre, et que l'on relie ces points, on a toujours des points sur le segment qui appartiennent à l'ensemble. Et un contre-exemple ici ci-dessous. C'est un ensemble non convexe, puisque là on prend toujours deux points x et y qui appartiennent à l'ensemble, et si on relie ces deux points, eh bien à ce moment-là on trouve des points du segment, comme ici, qui n'appartiennent pas à l'ensemble. Donc cet ensemble-là n'est pas un ensemble convexe. Donc voilà pour cette définition d'ensemble convexe. Maintenant, les fonctions convexes. Donc, fonction à une variable convexe, eh bien, on se sert de la définition d'ensemble convexe, mais on l'applique à une fonction. Donc, d'abord, pour une fonction à une variable, donc une fonction simple à une variable dans R, est dit convexe si et seulement si, quel que soit x et y appartenant à R carré, donc, quel que soit le point de R carré, et quelle que soit une valeur réelle lambda appartenant au segment 0, 1, donc une valeur réelle entre 0 et 1, 0 compris, 1 compris, eh bien, l'image de la combinaison linéaire de x et y, donc lambda x plus 1 moins y fois y, eh bien, cette image-là, par la fonction f, a une valeur plus petite ou égale à lambda fois f de x, plus 1 moins lambda fois f de y. Donc ici, x c'est un point de R, x c'est un élément de R, y c'est un élément de R, donc le couple xy appartient à R carré. Et donc on a cette propriété-là qui doit être vérifiée. Et une fonction sera dite concave si l'opposé de la fonction, donc si simplement on change le signe, si en changeant le signe de la fonction, on obtient une fonction convexe. Donc on s'embête pas à redéfinir des propriétés pour les fonctions concaves. Pour vérifier si une fonction est concave, on regarde simplement si son opposé est convexe. Autre définition, on dit que une fonction f toujours de R dans R est convexe
sur un intervalle ici et seulement si pour tout point AB de la courbe représentant F, l'arc de courbe est situé au-dessous du segment AB. Donc ça c'est une définition bien pratique lorsqu'on veut regarder si une fonction est convexe. Quand on a le graphe de cette fonction-là, eh bien, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que si on prend un intervalle AB, il faut un intervalle I, il faut que tous les points AB de la courbe F, eh bien, il faut que soit tous ces points-là de la courbe F entre A et B, il faut qu'ils soient situés sous le segment. Et donc, si c'est bien le cas, on a bien notre courbe ici qui est dont les valeurs sont inférieures aux valeurs du segment AB. Si on reprend la définition ici, est-ce qu'elle est bien vérifiée? Eh bien, on va regarder lambda f de x, donc lambda fois f de x, donc lambda fois f de x plus 1 moins lambda fois fy, ça donne quoi? Eh bien, ça donne un point du segment, puisque c'est la combinaison linéaire entre f de x et f de y, et donc on a tous les points ici qui sont représentés par cette combinaison linéaire lambda f de x plus 1 moins lambda f de y, et il faut que pour que l'on ait une fonction convexe, il faut que maintenant l'image de lambda x plus 1 moins lambda fois y soit inférieure ou égale, et donc c'est quoi cette image-là? Eh bien, on prend maintenant une combinaison linéaire entre x et y, donc ça donne lambda fois x plus 1 moins y, ça donne un point qui se situe entre x et y. Par exemple, si lambda vaut 1, on est sur x, si lambda vaut 0, on est sur y. Et si par exemple lambda fois a vaut 1 demi, eh bien on est sur la moitié de la distance entre x et y. Eh bien, il faut que cette image-là soit inférieure à ça. Et c'est bien ce que l'on a, puisque l'image, par exemple, d'un point ici, elle va être ici. OK. Et cette image-là, on voit qu'elle est bien inférieure, sa valeur ici, la valeur que l'on a là, est bien inférieure à ça. Et donc, on a bien ici une fonction convexe. OK. Des exemples de fonctions convexes. Donc, une des plus connues pour les fonctions à une variable, c'est f de x égale x carré. La parabole, c'est clairement une fonction convexe. Si on regarde, on peut prendre n'importe quel point de la courbe et les relier. Donc, si je les relie avec un segment, eh bien, on a bien notre courbe, tous les points de la courbe ont des valeurs inférieures au segment. Et c'est le cas, quels que soient les deux points de la courbe que l'on prend. Et ici, une autre fonction, la fonction valeur absolue de x. Donc, valeur absolue de x, c'est une fonction qui est linéaire, mais que par morceaux. Donc, elle est linéaire ici à gauche, et elle est linéaire à droite. On a un changement de pente. Donc, ici, ça vaut... la pente vaut moins 1, ici vaut 1, donc la dérivée en 0 n'existe pas. Mais malgré tout, ça reste une fonction convexe, puisque de nouveau, si on prend un segment, donc on relie deux points de la courbe par un segment, on a bien notre courbe, on a bien les valeurs de la courbe qui sont inférieures aux valeurs du segment, quels que soient les deux points que l'on choisit. On peut aussi prendre des points qui sont situés sur la même partie, par exemple ces deux points-là, et là, on est exactement, donc on n'a plus on est égal, donc ça marche puisque ici on a inférieur ou égal. Donc une fonction qui serait simplement linéaire, eh bien serait aussi une fonction convexe, et concave également, puisque son opposé resterait convexe. OK. Maintenant, un exemple de fonction concave. Eh bien, ici, c'est la fonction 5 moins x exposant 6, je pense.
Et donc ici, si maintenant on prend 2 points, on trace un segment entre ces 2 points, et bien cette fois la courbe est au-dessus. Et donc là, on a une fonction concave. Donc pour voir si elle est concave, normalement ce qu'on fait, on trace d'abord l'opposé. Donc l'opposé, on aurait quelque chose un peu comme ça, dans ce style-là. L'opposé est bien convexe, puisque la courbe est en dessous. Et donc, si l'opposé est convexe, la fonction est concave. Une autre façon, c'est de tracer un segment et de voir maintenant si la courbe est au-dessus. Si la courbe est au-dessus, elle est concave. Et puis ici, on a des fonctions qui sont ni convexes ni concaves, puisque sur cette partie-là, la fonction, elle est concave, et sur cette partie-là, la fonction est convexe. La courbe est en dessous, ici la courbe est au-dessus, et donc on ne peut pas dire que la fonction ici, qui est 5 moins 3x fois 2 plus x cube, on ne peut pas dire que c'est une fonction convexe, et on ne peut pas dire que c'est une fonction concave. Elle est seulement convexe sur certaines parties et concave sur d'autres parties. Ici, il y a un autre exemple de fonction qui n'est ni convexe ni concave, c'est x plus 3 fois sin de x. Donc c'est une fonction, c'est une droite, la droite f de x égale x, à laquelle on a rajouté une sinusoïde. Donc c'est pour ça qu'on a un comportement montant, mais non monotone, puisque de temps en temps on monte, puis on monte, on redescend à cause de la sinusoïde. Et bien là on voit de nouveau, on a des parties qui sont convexes, comme ici, et des parties qui sont concaves, comme là. Ok. Et donc, d'autres caractérisations d'une fonction convexe. Ici, on nous dit que f est convexe et seulement si, quel que soit x et y appartenant à notre intervalle, donc ici c'est défini sur un intervalle i de r, quel que soit x et y appartenant à l'intervalle, la dérivée en x est inférieure ou égale à f de y moins f de x divisé par y moins x. Donc ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que la dérivée en x est inférieure, si vous voulez, au rapport d'accroissement en x. Et donc comment ça revient aussi à dire que le point yf de y est au-dessus du point d'abscisse y de la tangente en x à la courbe en f. Donc si on reprend une fonction convexe ici, par exemple, ça veut dire quoi? Si on prend un point, on prend sa dérivée. Donc la dérivée, on peut la symboliser par la tangente. C'est le coefficient directeur de la tangente. Eh bien, il faut que ce coefficient directeur de la tangente, sa dérivée, ait une valeur inférieure au coefficient d'accroissement. Et là, le coefficient d'accroissement, c'est simplement quand on relie deux points ensemble. Et donc, si on voit bien que c'est le cas, la dérivée ici en x a une valeur inférieure au coefficient d'accroissement. Donc, une autre façon de voir ça, c'est de dire que le point yf de y, donc le point yf de y, ici, ce serait ce point-là, est en dessous du point, est au-dessus, pardon, du point d'abscisse y de la tangente en x à la courbe en f, et donc le point de la tangente, ici, ce serait ce point-là. Ok. Donc, c'est une autre façon de définir une fonction convexe. Encore une autre façon, f' est croissante sur l'intervalle. Donc f' est croissante sur l'intervalle, par exemple, si on regarde notre fonction ici, classique, qui est bien convexe, on voit ici que la dérivée est fortement négative. Donc la dérivée là est fortement négative, puisqu'on descend fortement. Mais plus on se dirige vers la droite, plus la dérivée devient de moins en moins négative. Et donc ça veut dire que la dérivée augmente, et donc la dérivée est positive. Donc la dérivée ici, je veux dire, la courbe décroît de moins en moins, et donc la dérivée est positive, puis elle s'annule, et puis ici elle est de plus en plus positive, puisque la courbe croît de plus en plus. Et donc c'est une autre façon de définir une fonction convexe sur un intervalle. Il faut que sa dérivée soit croissante, et on traduit ça également, puisqu'une dérivée croissante, ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire que une fonction croissante, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa dérivée est positive, et donc ici, comme on a déjà f', ça donne la dérivée seconde est positive. Ok.
Donc on sait que f seconde représente la variation de la pente de la tangente à la courbe. Et donc ça veut dire simplement que cette pente ne fait que croître. Et donc si la pente ne fait que croître, cela veut dire que l'on a une fonction convexe. Et enfin, une autre remarque, une fonction 2 fois dérivable est concave si et seulement si sa dérivée seconde est négative ou nulle. Donc c'est la même définition qu'ici, mais pour une fonction concave, là on aurait une dérivée seconde négative ou nulle. Et petite remarque, les points où la dérivée seconde s'annule et change de signe correspondent graphiquement à des points où la courbe représentative passe de concave à convexe ou inversement. Donc on les appelle des points d'inflexion. C'est des points où on a d'un côté un f' croissant et de l'autre par exemple un f' décroissant. Donc par exemple ici on voit un beau point d'inflexion, ici quelque part, puisque si on regarde ici la dérivée, elle augmente, puisque la fonction est de plus en plus croissante, et puis elle devient moins croissante, et donc la dérivée diminue. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au point ici, on est passé d'une dérivée positive à une dérivée négative, et donc on a une dérivée seconde ici qui s'annule. Et donc on a un point d'inflexion juste ici. Ici, on est de plus en plus croissant, et puis tout d'un coup ça diminue, on est de moins en moins croissant, et donc on a un point où ici où on a un changement de signe de la dérivée, et donc une dérivée seconde qui s'annule. Et théorème important, c'est que tout optimum local d'une fonction convexe est un optimum global. Donc ça c'est très utile puisque on a vu la fois passée des méthodes pour déterminer des optima locaux grâce aux points critiques, donc les points qui annulaient les dérivées d'une fonction. Eh bien, si on a une fonction convexe, si on a trouvé un optimum local, eh bien on est sûr que c'est un global, c'est la meilleure valeur possible, que ce soit en minimisation ou en maximisation de la fonction. Et donc, comment on peut prouver ça? Eh bien, on va faire ça par contradiction. Donc, on va prendre une fonction f, une fonction convexe de R dans R, et un petit intervalle de R, qu'on appelle I, centré autour d'un réel A, et on va supposer que A, c'est un minimum local sur I. Donc ça veut dire quoi un minimum local sur I? Ça veut dire que quand on regarde dans le voisinage de A, quand on regarde des valeurs proches de A, eh bien toutes les valeurs de la fonction sont supérieures à l'évaluation de f en A. Donc c'est un minimum local. Maintenant, supposons que A n'est pas un minimum global sur R, donc on contredit notre théorème, c'est-à-dire donc si A n'est pas un minimum global sur R, ça voudrait dire que sur notre droite des réels R, il existerait un point, une valeur y telle que l'évaluation de y par la fonction f est strictement inférieure à l'évaluation de f en A. Donc ça voudrait dire que A n'est pas un minimum global sur R. Donc on va voir si c'est possible d'avoir ça, alors que f est convexe. Donc comme f est convexe, on peut maintenant utiliser la définition d'une fonction convexe. Donc ça veut dire que quelle que soit une valeur réelle comprise entre 0 et 1, la valeur de f en lambda a plus 1 moins lambda fois y est inférieure ou égale à lambda fois f de a plus 1 moins lambda fois f de y. Si on développe ça, puisque l'on peut utiliser cette propriété-là, on peut utiliser le fait que f de a est strictement supérieur à f de y. Donc on va remplacer f de y par f de a. De cette façon-là, au lieu d'avoir un a inférieur ou égal ici, on va avoir un strictement inférieur, puisqu'on a mis ici une valeur f de a
qui était supérieur à f de y. Cela nous arrange bien, puisque ici on a maintenant f de a et f de a, donc on peut simplifier, et on voit que l'on a lambda fois f de a, plus une fois f de a, moins lambda fois f de a, donc les lambda fois f de a s'annulent, et il reste une fois f de a. Donc il reste une fois f de a, et donc on obtient que f de lambda a plus 1 moins lambda y strictement inférieur à f de a. Or, si on regarde bien, eh bien pour des valeurs proches de 1, cette valeur-là, ça représente quoi? Eh bien, ça représente des voisinages autour de a. Puisque, si on prend par exemple 0.9, ça donne pour lambda, ça donne 0.9 fois a, plus 0,1 fois y. Donc, on prend 90% de la valeur de a, on ajoute juste 10% de la valeur de y, donc on est très proche de a. Donc on peut considérer cela comme un voisinage autour de la valeur de a, si on prend des valeurs de lambda proches de 1. Et donc, pour des voisins de a, on voit que f de a n'est pas un minimum local, puisque l'on peut trouver des valeurs qui sont inférieures. Et donc, a ne serait pas un minimum local. Or, nous, on avait supposé que a était un minimum local. On a une contradiction. Et donc, donc, on a une contradiction. Donc, nous, on avait supposé que a n'était pas un minimum global. Et donc, c'est pas possible. Et donc, on en déduit que a est bien un minimum global pour cette fonction convexe. Et donc, tout optimal local d'une fonction convexe est un optimum global. Nous pouvons maintenant passer aux fonctions à plusieurs variables. Donc, pour les fonctions à plusieurs variables, si on regarde la convexité, eh bien, on peut utiliser la même définition. La seule différence, c'est que l'on ne va plus fonctionner avec des intervalles, mais on va fonctionner avec des ensembles convexes. Donc, on va prendre une fonction à plusieurs variables. Ici, les variables vont de x1 à xn. Donc, ça donne un point de Rn qui donne une valeur dans R, définie sur un ensemble convexe U. Et on dit que la fonction f est convexe si et seulement si, quel que soit x, grand X et y appartenant à notre ensemble convexe U, donc x et y sont des points de Rn, et un lambda appartenant à 0, 1, eh bien on a toujours que l'évaluation de f en une combinaison linéaire de x et y est inférieure ou égale au, ici c'est pas un segment, mais ça va être plutôt un hyperplan qui relie les points, les images de x par f et de y par f. Et de nouveau, une fonction est dite concave si moins f est convexe. Ici, on a des exemples de fonctions convexes. Pardon, un exemple ici de fonction convexe, c'est un type de parabole que l'on peut retrouver dans R3. Donc ici avec deux variables x et y, on prend le carré de x qu'on additionne au carré de y, et on obtient clairement ici une fonction convexe. Donc si par exemple on prend 2 points, et on fait passer un plan par ces 2 points, on voit que toutes les valeurs de la courbe sont inférieures au plan. Donc on a bien une fonction convexe et on a bien cette propriété-là qui est vérifiée. Ici, par contre, on a une fonction concave particulière qui est concave, attention, qui est concave uniquement par partie. Donc si on regarde cette partie-là, par exemple, eh bien, on a ici une partie qui est concave, puisque ici, si on relie 2 points, eh bien, notre plan, la courbe ici,
enfin, la surface, pardon, aura des valeurs supérieures. Donc attention, ici j'ai mis concave, mais c'est pas sur toutes les valeurs possibles, c'est uniquement sur certaines parties du plan R carré. Et ici, cette fonction-là, x plus y plus 4 fois sin de xy, donc sin de xy, ça apporte ces variations-là, on monte, on descend sans arrêt. Et bien, cette fois, on a une fonction qui est clairement ni convexe ni concave, on est juste convexe de temps en temps, quand, par exemple, sur cette partie-là, et puis sur cette partie-là, on sera concave. Donc, sur la totalité du domaine de cette fonction-là, on n'est ni convexe ni concave. Un autre exemple ici, la fonction cos carré de x plus cos carré de y, qui est donc ni convexe ni concave, clairement. Donc cette fonction qui ressemble à une boîte à œufs. On a plein de parties qui sont convexes, plein d'autres qui sont concaves. Donc on voit aussi que on aura pour ce genre de fonction non pas un seul minimum global, mais un ensemble de minima locaux, tous les petits minima que l'on a ici, et un ensemble de maxima locaux, tous les maxima que l'on voit ici. Ok. Et donc, on a notre théorème qui nous permet de caractériser une fonction convexe. Dans Rn, on a cette propriété-là qui ressemble fortement à la propriété que l'on avait avec les fonctions à une variable, qui nous disait que f' de x était inférieur au taux d'accroissement. Et bien ici, c'est traduit comment avec des fonctions à plusieurs variables. Et bien cette fois, on a que le gradient de f de x est inférieur ou égal au rapport entre f de y moins f de x divisé par y moins x. Et donc ça c'est en notation matricielle. On peut voir ça. Comme le gradient est un vecteur colonne, on peut le multiplier par y moins x. Et donc ça, cela donne le produit de deux vecteurs. Ça va donner un produit scalaire. Et bien, il faut que ce produit scalaire-là soit inférieur ou égal à f en un point y moins f en un point x. Autre définition, si et seulement si la fonction est convexe, si et seulement si la matrice Sienne de f est semi-définie positive pour tout x de u, c'est-à-dire donc une matrice est semi-définie positive si toutes ses valeurs propres sont positives ou nulles. Et donc, si f est convexe, la condition nécessaire d'optimalité du premier ordre, donc ce qu'on avait vu la fois passée, donc condition nécessaire d'optimalité du premier ordre, c'est-à-dire un point qui minimise, qui est un optimum d'une fonction est nécessairement un point qui annule les dérivées partielles, donc c'est la condition nécessaire d'optimalité du premier ordre. Eh bien, cette condition nécessaire, elle est suffisante. Si la fonction est convexe, il suffit de trouver un point critique pour minimiser f. Donc, c'est la même chose qu'avec plusieurs variables. Tout optimum local d'une fonction convexe est un optimum global. Eh bien, ici, on nous dit que si f est convexe, la condition nécessaire d'optimalité du premier ordre est suffisante. Il suffit de trouver un point critique pour minimiser f. Donc, avec on sait qu'un point critique sera forcément un optimum local de notre fonction. Donc attention, ici, c'est pas forcément un optimum global comme pour une fonction et une variable. On sait que si on a un point critique, si la fonction n'est pas convexe ni concave, bien on n'est pas sûr que c'est un
minimum local, pardon. Par contre, quand on a une fonction à plusieurs variables, eh bien, on est sûr que ce point critique est un minimum ou un optimum, un minimum ou un maximum local. Et donc on peut, et il sera aussi minimum global si la fonction est bien convexe sur tout l'intervalle ou tout l'ensemble sur lequel la fonction est définie. Donc les fonctions f, petit exercice, les fonctions f et g suivantes sont-elles convexes ou concaves? Eh bien, pour la première fonction, ce qu'on va faire pour voir si elle est convexe ou concave, eh bien on peut calculer, le plus simple c'est de calculer la matrice hessienne de f et de voir si elle est semi-définie positive. Donc, on a f de xy, on calcule les dérivées partielles. Donc, la dérivée de f par rapport à x, on obtient 3x cube plus 2xy carré moins 3. Et la dérivée partielle de f par rapport à y, on obtient donc, les x sont considérés comme des constantes. Donc, on obtient 2yx carré plus 4y cube moins 8. Et donc, pour obtenir la hessienne, il faut dériver de nouveau les dérivées partielles. Donc, on dérive la dérivée partielle de f par rapport à x une nouvelle fois par rapport à x. Donc, on obtient 9x carré plus ici 2y carré. C'est tout. Donc, c'est la valeur ici, 9x carré plus 2y carré. Et puis là, on va aussi dériver la dérivée partielle de f par rapport à y. On va la dériver une seconde fois par rapport à y. Donc on dérive une seconde fois f par rapport à y, on obtient 2x carré plus 12y carré, donc la valeur de ici. Et puis après, pour obtenir les valeurs sur cette diagonale, eh bien, on choisit une des deux des dérivées partielles. On peut prendre par exemple la première qu'on dérive par rapport à y. On obtient donc 4xy, ou alors on prend la dérivée partielle de f par rapport à y que l'on dérive par rapport à x, et là on obtient aussi 4xy, pardon. Il faut obtenir les mêmes valeurs sur cette diagonale. C'est le théorème de Schwartz. Et pour voir si elle est définie, semi-définie positive, il faut que toutes ces valeurs propres soient positives ou nulles. Une autre façon de voir ça, c'est de regarder le déterminant et de vérifier si le déterminant est bien positif. Et il faut en plus que la première valeur ici soit positive. Donc ici la première valeur est bien positive puisqu'on a des x carré et des y carré qu'on additionne. Donc ce sera bien positif. Il reste à vérifier que le déterminant est positif. Donc le déterminant, le produit croisé, ça donne 9x carré plus 2y fois 2x carré plus 12y carré moins 16x carré y carré. En distribuant, on obtient donc 18x4 plus 108 x carré y carré plus 4x carré y carré plus 24 y4 moins 16x carré y carré. Cela donne donc 18x4 plus 24 y4 plus 108 plus 4 moins 16, cela donne 96 x carré y carré. Et là, on voit x4, ça peut être que positif ou nul. Y4, cela peut être que positif ou nul. Et x carré, y carré, ce produit-là peut être que positif ou nul. Et donc, le déterminant est bien positif. La première valeur ici est bien positive. Et donc, la matrice hessienne est définie semi-positive. Et donc, f de xy est bien une fonction convexe. Et si on trace la surface de cette fonction, on voit qu'elle est clairement convexe. Donc, malgré le fait que l'on ait ajouté ici des termes négatifs, on a bien une fonction convexe, puisque ici, on a des termes dont quand les valeurs de x et y augmentent, eh bien, les valeurs de f augmentent fortement, même si on a ici, on retranche quelque chose, mais on retranche quelque chose de très petit par rapport à un x exposant 4 ou par rapport à un produit x carré, y carré. Et donc on voit aussi que comme cette fonction est convexe, on aura un minimum situé
ici quelque part. Ici, on va avoir un minimum situé ici quelque part. Et ce minimum-là sera un minimum global. Ce sera la valeur minimale de la fonction sur son ensemble de définitions, qui est ici r carré. Autre exemple, la fonction g de xy qui est égale au produit de x fois y. Pour voir si elle est définie, si elle est convexe ou concave, eh bien, on peut calculer ses dérivées partielles. On obtient dérivée partielle de g par rapport à x, y. Dérivée partielle de g par rapport à y, on obtient x. Et donc, la hessienne, on dérive de nouveau cette dérivée partielle par rapport à x, on obtient 0. On dérive de nouveau cette dérivée partielle par rapport à y, on obtient 0. Sur la diagonale, on a 1, puisque si on dérive cette dérivée partielle par rapport à y, on obtient 1. Ou cette dérivée partielle par rapport à x, on obtient 1. Et ce déterminant, le déterminant ici, eh bien, on voit il est négatif. Quand on a un déterminant négatif, pour rappel, le déterminant ici, c'est égal au produit des valeurs propres. Donc un déterminant négatif, cela veut dire qu'une des valeurs propres est positive et l'autre est négative. Et donc on n'a pas des valeurs propres qui sont toutes positives ou des valeurs propres qui sont toutes négatives. Et donc on a une matrice hessienne qui est ni définie semi-positive, ni définie semi-négative. Et donc g de xy n'est donc pas une fonction convexe ni concave. Et on peut le voir ici. Cette fonction-là, elle peut être convexe sur certaines parties, mais elle est concave sur d'autres. Donc ici, si on voulait optimiser cette fonction-là, eh bien, on obtiendrait par exemple le point 0, 0, c'est bien un point critique, il annule bien les dérivées partielles, donc c'est le point que l'on a ici quelque part, le point 0, 0. Il annule bien les dérivées partielles, mais ce n'est pas un minimum local de cette fonction-là, puisque la fonction, elle n'est pas convexe ni concave, et on le voit clairement ici, c'est un point sel, puisqu'il est minimum dans une direction, mais maximum dans une autre direction. Ok, donc en résumé, c'est intéressant d'étudier des fonctions convexes, puisque un point critique sera un minimum global de la fonction. Et si on a une fonction convexe, si on arrive à une fonction concave, si on arrive à trouver un point critique, eh bien, cela sera un maximum global de notre fonction. Donc voilà pour ce cours sur les fonctions convexes et concaves.